Introduction. Apprendre à bien négocier car tout repose sur la négociation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la négociation. Parce que oui, que ce soit au boulot, en famille ou même pour décider du film qu'on va regarder ce soir, on est toujours en train de négocier, parfois sans même s'en rendre compte. Il y a encore quelques décennies, les décisions étaient prises de manière unilatérale. À la maison, c'était souvent le père qui décidait pour tout le monde. Au travail, on suivait sans discuter ce que le patron disait. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Les hiérarchies sont plus plates, l'information circule plus vite et tout le monde participe de plus en plus aux décisions. Les politiciens doivent écouter leurs électeurs, les entreprises impliquer leurs employés, même l'éducation parentale a changé. Un enfant peut facilement chercher une contre-argumentation sur Google pour remettre en question les règles. Bref, la négociation est partout et la bonne nouvelle c'est qu'il existe des techniques et des stratégies pour mieux négocier et obtenir des accords plus avantageux. C'est exactement ce que ce livre va nous apprendre. Alors accrochez-vous, on va voir comment bien négocier et surtout comment éviter les pièges classiques. Et pour commencer, on va voir pourquoi les conflits ouverts et les affrontements directs sont souvent une très mauvaise idée. Merci pour cette intro, on commence tout de suite avec le premier chapitre qui nous explique pourquoi les confrontations frontales coûtent cher et rapportent peu. Chapitre 1, éviter la guerre de tranchées. Ça coûte cher et ça rapporte peu. Alors dans ce premier chapitre, on va parler d'un piège très courant en négociation, celui de l'affrontement direct, ce qu'on appelle ici la guerre de tranchées. Et franchement, c'est jamais une bonne idée. Exactement, le problème c'est que trop souvent on aborde une négociation comme un combat. Chaque camp campe sur ses positions, prêt à défendre son territoire et au final, personne ne veut céder. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on ne cherche pas vraiment une solution gagnant-gagnant, on veut gagner nous-mêmes à tout prix ou au moins éviter de perdre la face. Et ça conduit presque toujours à un blocage. Oui, c'est ce qu'on voit souvent en politique dans des conflits entre entreprises et même dans la vie de tous les jours. Mais du coup, qu'est-ce qui empire encore plus la situation ? Le problème majeur, c'est que les deux parties adoptent des positions extrêmes, en prévision des concessions qu'elles vont devoir faire. Du coup, la discussion dure plus longtemps, devient plus tendue et au final, les résultats sont souvent mauvais. Pire encore, ça abîme les relations entre les deux parties. On a l'impression d'avoir gagné quand l'autre abandonne, mais c'est une illusion. Un bon deal, c'est un deal qui laisse chacun satisfait sur le long terme et c'est pas une bataille où on écrase l'autre. Donc si on résume, la confrontation directe, c'est une catastrophe. Ça bloque la discussion, ça dure trop longtemps, ça détruit les relations et surtout ça aboutit rarement à une bonne solution. Exactement, et dans le chapitre suivant, on va voir un point essentiel en négociation. Ne jamais oublier qu'on négocie avec des humains et pas juste avec des chiffres ou avec des contrats. Chapitre 2. Rappelez-vous que vous négociez avec des humains. Alors, on a vu qu'il fallait éviter la confrontation directe en négociation, mais maintenant, on va aborder un aspect fondamental. Se rappeler qu'on négocie avec des humains. Ça a l'air évident, mais pourtant, c'est une erreur qu'on fait tous. Exactement, beaucoup de gens abordent la négociation comme une discussion purement rationnelle, où il suffirait d'aligner des faits et des arguments logiques pour convaincre l'autre. Mais c'est complètement faux. En fait, il n'y a jamais une seule réalité en négociation. Chaque partie arrive avec son vécu, avec ses valeurs et ses émotions. Et ça influence forcément son interprétation des faits. Parfois, deux personnes peuvent même parler de choses totalement différentes sans s'en rendre compte. Et pire encore, si la discussion devient trop intense ou trop stressante. Ça peut déclencher des réactions émotionnelles où l'un deviendrait agressif et l'autre pourrait se braquer. Et là, la discussion, elle tourne clairement en rond. Donc en fait, si on oublie l'aspect humain dans une négociation, on risquerait de passer complètement à côté du vrai problème, c'est bien ça ? C'est ça, en réalité, toute négociation se joue sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau des faits, des chiffres, des arguments, des données objectives. Et le deuxième niveau, c'est le niveau des émotions et des perceptions, qui sont souvent la vraie source des tensions. Et seulement jouer sur les faits, ça suffit pas. Il faut aussi gérer les émotions, il faut gérer la peur, la colère, l'incertitude, sinon la discussion ne va pas avancer. Ok, donc pour résumer, négocier c'est pas juste une question de logique, il faut prendre en compte l'état d'esprit et les émotions des autres pour éviter les blocages. Exactement, et dans le chapitre suivant, on va voir une stratégie essentielle pour éviter les tensions, se focaliser sur le problème et pas sur la personne avec qui on négocie.
Chapitre 3. Ne combat pas la personne, mais le problème. Quand on négocie, on a souvent tendance à voir l'autre comme un adversaire, mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Comment est-ce qu'on peut éviter de transformer une négociation en affrontement personnel? Eh bien, une négociation ne doit jamais être un combat où il y a un gagnant et un perdant. Si chacun campe sur ses positions en essayant de battre l'autre, on ne trouve pas de vraie solution. L'objectif, c'est de coopérer pour arriver à un accord durable qui satisfait tout le monde. Si les émotions prennent le dessus, on risque de se braquer et d'oublier l'essentiel, le problème qu'on est censé résoudre ensemble. Un bon négociateur doit se distancer émotionnellement et analyser la situation avec un regard neutre. Par exemple, imagine une table où est posé le problème. Plutôt que d'être face à face et de se confronter, les deux parties devraient se placer côte à côte pour examiner la question ensemble. Mais c'est pas toujours facile ça. On a parfois envie de prouver qu'on a raison, non? Bien sûr, et c'est justement là le piège. Dès qu'on tombe dans les attaques personnelles, on perd tout espoir d'une discussion constructive. Il faut éviter à tout prix d'accuser l'autre d'être irraisonnable ou alors de mauvaise foi. Ce genre de remarques, ça fait que renforcer les tensions. Un exemple simple, c'est un couple en pleine séparation. Ils ne devraient pas passer son temps à s'accuser mutuellement d'avoir détruit leur mariage. Ce qui est plus important, c'est de parler de l'avenir et de trouver une solution qui fonctionne pour eux et pour leurs enfants. Donc si je résume, ne pas voir l'autre comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire dans la résolution d'un problème. Toujours rester concentré sur les faits et éviter les attaques personnelles. Chercher un accord gagnant-gagnant plutôt qu'un vainqueur et un perdant. Exactement, et justement dans le chapitre suivant, on va voir une étape clé avant toute négociation, comprendre les intérêts profonds de chaque partie avant de chercher une solution. Parce que si on ne sait pas ce que l'autre veut vraiment, on risque de négocier dans le vide. Chapitre 4. Avant de chercher une solution, comprends les intérêts profonds des deux parties. Quand deux personnes négocient, elles semblent souvent en désaccord total. Mais est-ce que leurs positions sont vraiment incompatibles ou est-ce qu'il y a une autre manière de voir les choses? Eh bien, souvent, ce qui paraît être un conflit de position cache en réalité des intérêts sous-jacents qui peuvent être conciliés. Prenons un exemple simple, un couple qui veut organiser des vacances. Lui veut aller à la mer, elle préférerait la montagne. À première vue, on a deux envies qui sont opposées. Mais si on creuse un peu, on peut découvrir que lui veut la mer pour nager et qu'elle veut la montagne pour faire de l'escalade. La vraie question c'est, et s'ils allaient dans un endroit où il y a un lac entouré de montagnes? C'est une solution qui répondrait aux intérêts des deux. Donc c'est pas juste une question de compromis, mais plutôt de comprendre ce qui motive réellement les positions de chacun. C'est exactement ça. Trop souvent, on négocie en restant bloqué sur une position sans se demander pourquoi cette personne veut-elle ça. Pourtant, c'est la clé. Une position, c'est qu'une partie visible de l'iceberg. Mais en dessous, il y a plein de facteurs cachés. Il y a des préférences personnelles, il y a des attentes culturelles, il y a des besoins de sécurité ou même des motivations qui sont émotionnelles. Et comment est-ce qu'on fait pour découvrir ces intérêts plus profonds? C'est simple, il faut poser des questions. Si quelqu'un refuse une proposition, au lieu de s'énerver, il faut lui demander « Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Qu'est-ce qui te dérange dans cette solution? Ou quels seraient les critères qui te conviendraient mieux ?» Quand on comprend ce qui se cache derrière une demande, on peut chercher une solution qui respecte les besoins des deux parties. Donc si je résume, une position n'est pas un besoin, c'est juste une solution parmi d'autres. Ensuite, il faut identifier ce qui motive vraiment l'autre personne et surtout, il faut poser des questions parce que c'est la meilleure façon de comprendre ses vrais besoins. Parfait, et justement, maintenant qu'on sait comment identifier les besoins cachés, on va voir dans le prochain chapitre comment générer des options avant même de chercher une solution finale. Parce que plus on a d'options, plus on a de chances de trouver un accord gagnant-gagnant. Chapitre 5. Définir les options avant de chercher une solution. Quand on négocie, on a souvent déjà une idée précise du résultat qu'on aimerait obtenir, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'arriver à un accord? Eh ben c'est justement tout le problème. Trop de gens arrivent à la table des négociations avec une solution toute faite en espérant convaincre l'autre d'accepter. Mais une solution qui est imposée a peu de chances de fonctionner. Elle est déséquilibrée et surtout elle ne prend pas en compte les intérêts des deux parties. Il ne faudrait pas foncer tête baissée vers une seule solution, mais plutôt en discuter plusieurs avant de prendre une décision. Imagine qu'on te demande qui va gagner le prix Nobel de littérature l'année prochaine. Tu vas pas donner un seul nom, mais plutôt une liste de candidats avant de choisir. Et ben c'est un peu pareil en négociation, on doit explorer plusieurs pistes avant de prendre une direction. Et comment est-ce qu'on fait concrètement pour générer toutes ces options? Eh ben il y a deux étapes.
La première étape, c'est on dresse la liste des solutions possibles. Et la deuxième, c'est on débat et on choisit la meilleure ensemble. L'erreur classique, c'est de mélanger ces deux phases. Si on commence directement par vouloir convaincre l'autre, on limite les possibilités. Au contraire, il faudrait d'abord être créatif, écrire toutes les idées, tester tous les scénarios, demander l'avis d'experts peut-être, et même faire des sessions de brainstorming. Donc avant même de discuter, on prend le temps d'explorer toutes les options possibles, mais celles qui paraissent extrêmes. Et bien ça, c'est un très bon exercice. Imaginez des positions extrêmes pour voir où on peut se retrouver. Par exemple, si on parle de politique, que dirait le parti de gauche ou le parti de droite si on prenait cette décision-là ? Ça permet d'ouvrir le débat et de mieux cerner les compromis qui sont possibles. Ok, donc si je résume, il faut jamais arriver en négociation avec une seule solution toute faite. Il faudrait commencer par explorer toutes les options possibles avant de choisir. Et il faudrait même tester des scénarios extrêmes pour mieux identifier un terrain d'entente. Exactement, et maintenant qu'on sait comment générer des options, la prochaine étape, c'est d'apprendre à baser notre décision sur des critères objectifs. Parce qu'une bonne négociation, elle ne repose pas sur les émotions, mais sur les faits solides. Chapitre 6. Toujours se baser sur des critères objectifs pour prendre une décision. On parle souvent de négociation comme d'un échange d'arguments, mais comment être sûr qu'on ne tourne pas en rond ou qu'on ne se laisse pas influencer par nos émotions ? C'est là que les critères objectifs entrent en jeu. Une bonne négociation ne repose pas sur des affirmations vagues ou sur des ressentis, mais sur des faits concrets et sur des faits vérifiables. Il faut donner des critères objectifs. Et un critère objectif, c'est une référence claire qui permet d'évaluer une proposition sans aucun biais. Prenons l'exemple d'une négociation immobilière. Un vendeur veut un prix élevé, un acheteur veut payer moins cher. Mais quel est le juste prix ? On ne peut pas juste dire « je pense que ça vaut ce montant ». Il faut des éléments concrets. Il faut dire que le prix moyen au mètre carré dans ce quartier a telle valeur. Il faut parler de l'état du bien et de son niveau de rénovation. Et il faut aussi citer les prix récents de biens similaires qui ont été vendus dans la zone. Ces données, elles permettent de baser la discussion sur quelque chose de solide et pas sur des préférences personnelles. Donc, si je comprends bien, en négociation, il faut toujours chercher des critères indépendants pour éviter des débats stériles. Exactement, et attention aux pressions inutiles. Si quelqu'un te dit « c'est mon dernier prix à prendre ou à laisser », il ne faut pas céder sans comprendre d'où vient ce chiffre. Il faut demander sur quels critères ça repose. Pourquoi ce prix est-il juste selon vous et sur quelle base ? Et s'il n'y a aucun critère évident pour prendre une décision ? Dans ce cas, il faut au moins s'assurer que le processus de décision est équitable. Par exemple, tu connais sûrement la technique utilisée avec les enfants quand ils partagent un gâteau. Imagine que tu as un gâteau pour 2 personnes, il faudrait que un enfant coupe le gâteau et que ce soit l'autre qui choisisse en premier le morceau qu'il veut. C'est un processus simple mais qui est très efficace pour garantir une répartition juste. En négociation, il faut adopter la même logique, trouver un mécanisme où chaque partie se sent traitée équitablement. Ok, donc pour résumer, il faut toujours appuyer ses propositions sur des critères objectifs et mesurables. Il faudrait ne jamais céder aux ultimatums sans comprendre la logique qui est derrière. Et s'il n'y a aucun critère clair qui n'existe, il faudrait s'assurer que le processus de décision est perçu comme le plus juste possible. C'est exactement ça, et pour aller plus loin dans le prochain chapitre, on va voir pourquoi être bien préparé, c'est une arme redoutable dans la négociation. Chapitre 7. Bien se préparer pour mieux négocier. On entend souvent que la clé d'une bonne négociation, c'est d'être stratégique, de savoir argumenter, mais est-ce que c'est vraiment suffisant ? Non, ce qui compte avant tout, c'est la préparation. Jamais on ne devrait entrer dans une négociation sans avoir fait ses devoirs avant. Une bonne préparation, c'est de connaître le plus d'informations possible sur le sujet et sur les personnes avec qui on négocie. En fait, il faut travailler sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est comprendre les motivations de l'autre partie. Il faut savoir quelles sont ses attentes, quels sont leurs intérêts réels, est-ce qu'ils sont libres de décider seuls ou est-ce qu'ils doivent rendre des comptes à quelqu'un d'autre, par exemple leur boss, leur partenaire ou leur investisseur. Le deuxième aspect, c'est analyser le contexte de la négociation. Est-ce qu'il y a des enjeux politiques? Est-ce qu'il y a des enjeux culturels ou personnels à prendre en compte? Quels sont les objectifs à court et long terme de chacun? Et le troisième aspect, c'est d'anticiper la logistique et le cadre de la négociation. Quand et où est-ce qu'aura lieu la rencontre pour négocier? Est-ce que c'est un terrain neutre ou chez l'une des deux parties? Et est-ce que c'est un appel, un échange en face à face, une réunion de groupe?
Donc si je comprends bien, plus on a d'informations en amont, plus on maximise ses chances d'obtenir un accord qui est gagnant-gagnant. Exactement, et à l'inverse, moins on en sait, plus on risque d'être influencé par des préjugés, des suppositions ou même des émotions qui nous font perdre en objectivité. Et surtout, il ne faut pas négliger l'impact du temps. Il faut réfléchir à la dynamique temporelle. Il faut fixer une deadline, parce que ça peut accélérer les discussions et forcer les décisions. Il faut aussi laisser du temps, parce que ça peut permettre à l'autre partie de mieux réfléchir et éviter de prendre des décisions impulsives. D'ailleurs, certaines personnes utilisent la pression du temps comme un levier en négociation. Elles attendent la dernière minute pour obtenir des concessions de la partie adverse. Donc en résumé, avant toute négociation, il faudrait rassembler un maximum d'informations sur le sujet et l'interlocuteur. Il faudrait aussi définir un cadre de discussion qui est bien clair et surtout bien anticipé. Et il faudrait aussi penser à la gestion du temps pour éviter de se faire piéger. C'est ça, et une fois bien préparé, il reste un élément crucial, la communication. Dans le prochain chapitre, on va voir comment écouter et structurer son discours pour mieux convaincre. Chapitre 8. La négociation, c'est avant tout de la communication. On dit souvent que la communication, c'est la clé de tout, mais dans une négociation, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que si on ne sait pas écouter et bien s'exprimer, on est tout simplement foutu. Beaucoup de conflits naissent simplement de malentendus ou d'un manque d'informations claires. Une mauvaise interprétation peut vite faire dégénérer une discussion en affrontement. Et la première étape, c'est l'écoute. Mais attention, écouter, c'est pas juste entendre, c'est écouter activement. C'est-à-dire essayer de comprendre ce que l'autre veut vraiment dire, pas juste ce qu'on veut entendre. Il faut reformuler ce qu'il vient de dire pour s'assurer qu'on ait bien saisi son point de vue. Il ne faut surtout pas interrompre pour imposer son propre raisonnement. Ça veut dire qu'il faut être attentif aux mots, mais aussi à l'intention qui est derrière. Exactement ça, et une fois qu'on a compris la position de l'autre, il faut exprimer ses propres attentes sans attaquer l'autre personne. Une erreur classique à éviter, c'est de dire par exemple « tu te trompes » ou alors « bah non, je pense que tu fais fausse route ». À la place, il faut parler de ses propres attentes et de ses propres objectifs. Mais si l'autre personne s'énerve ou alors devient trop émotive par exemple ? Là, il faut savoir gérer la situation intelligemment. Laisser l'autre exprimer ses émotions sans réagir à chaud. Il faut aussi expliquer calmement « je vois que tu es frustré et moi aussi, je suis un peu déçu par la situation » par exemple. Il faut également essayer de ramener la discussion vers les faits pour éviter que ça tourne au règlement de compte parce que ça deviendrait trop émotif. Donc, en résumé, pour bien communiquer en négociation, il faudrait écouter attentivement et activement et reformuler pour éviter les malentendus, exprimer ensuite clairement ses attentes sans attaquer l'autre, et finalement gérer les émotions avec calme et toujours ramener la discussion sur les faits. Exactement, et même avec les meilleures techniques, parfois ça ne suffit pas. Dans le prochain chapitre, on va voir pourquoi même une négociation qui est bien menée ne garantit pas toujours le succès. Chapitre 9. Même avec les meilleures techniques, le succès n'est pas garanti. Alors, on a vu plein de stratégies pour négocier efficacement. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec ça, on gagne à tous les coups ? Pas du tout, et on s'en doute, mais même les meilleurs négociateurs ne peuvent pas tout contrôler. Dans une négociation, il y a toujours le facteur humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer l'autre à agir comme on voudrait, ou même à abandonner ses exigences du jour au lendemain. Le but, c'est pas juste de gagner, c'est de trouver ensemble une entente. Et si l'autre joue un double jeu, s'il refuse d'être ouvert à la discussion ou s'il utilise des techniques douteuses, comme la fameuse technique du bon flic, mauvais flic, ou alors du je voudrais bien mais mon boss ne veut pas, là il faut savoir poser des limites claires. Et il y a aussi des situations où le rapport de force est trop déséquilibré, non ? Oui, si tu négocies une augmentation avec ton patron par exemple, c'est lui qui a le dernier mot. Tu peux lui exposer tous tes arguments, montrer pourquoi c'est aussi dans son intérêt, mais au final, ce sera lui qui décide. En fait, tout ne peut pas être négocié. Même le plus grand expert en négociation, il ne pourrait pas acheter, disons, la Maison Blanche. Il faudrait savoir faire la différence entre ce qui est discutable et ce qui n'est pas discutable. Ok, donc pour résumer, même avec une bonne méthode, le succès n'est jamais garanti. Si l'autre personne refuse d'être ouverte, il vaut mieux ne pas perdre son temps et le pouvoir dans une négociation n'est pas toujours équilibré. Parfois, il faut aussi savoir accepter la réalité des faits.
Exactement, et maintenant on va passer à la conclusion de ce snap sur la négociation. Bon, pour conclure ce snap, voilà ce qu'on doit retenir sur la négociation. Premièrement, ne voyez pas un conflit comme un jeu à somme nulle. C'est pas l'un ou l'autre qui gagne, l'objectif c'est de trouver une solution qui est gagnant-gagnant. Deuxièmement, il faut éviter la guerre des tranchées. Il faut éviter de rester figé sur ses positions parce que ça ne mène qu'à des impasses. Troisièmement, il faut toujours essayer de chercher à comprendre les véritables intérêts de chacun, pas seulement les positions qui sont officiellement affichées. Quatrièmement, il faut rester le plus factuel possible. N'oubliez pas que vous négociez avec des humains, avec leurs émotions et avec leurs perceptions. Restez le plus proche possible des faits. Et enfin, soyez ouverts d'esprit. Parfois, la meilleure solution est inattendue. Voilà, c'est la fin de ce snap. J'espère que ça va vous aider à mieux négocier au quotidien, que ce soit au travail, en famille ou même pour acheter une nouvelle voiture. Merci à toi pour toutes ces informations et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve dans un prochain snap. À bientôt.